Ok. Alors Ok. du coup, cas clinique, c'est arrivé à la clinique hier. Moi, je te conseille, et s'il y a des gens qui écoutent là, de mettre pause avant chaque question et d'essayer de répondre parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est une patiente qu'on a vue arriver à la clinique hier. Elle est passée aux urgences du CH il y a 48 heures parce Mm. qu'elle était dans un épisode dépressif avec une discordance entre l'état dépressif et les problématiques suicidaires parce qu'elle était suicidaire à fond les ballons. Et en fait, le souci, c'est que dans la famille, il y a 5 ou 6 suicides, c'est Ok. la tienne, qu'il y a des suicides qu'on connaît et des qu'on connaît pas parce qu'ils ont été déguisés comme étant des AVC, des trucs et des machins. On va Mm. modifier un peu l'histoire de la tienne, hein. Il l'envoie aux urgences. C'est ça, 67, je crois. Le mari est très inquiet. Il l'envoie aux urgences. Les urgences, il la garde 2 jours. Et ils arrivent chez nous en clinique. Et moi, je la vois hier soir. Et en Mm. gros, c'est quelqu'un qui était stable sous escitalopram pendant une dizaine d'années. Grosso modo, change un peu, hein. Escitalopram pendant une dizaine d'années. Puis ça marchait plus. Puis il a commencé à prendre de la venlafaxine. Et puis ça a marché quelques années et ça marche plus. Et là, on se retourne avec de nouveau des problématiques avec des idées suicidaires, telles qu'elle finit par être hospice, alors qu'elle Mm. n'avait jamais été hospitalisée auparavant. Dans la famille, il y a des problématiques de suicide, mais sur le plan psychiatrique, il n'y a rien de franc déclaré. Donc ça paraît un peu mystique, mais c'est comme ça que c'est présenté. Et elle a un léger surpoids. Et moi, je rajoute, il y a un peu de diabète dans la famille du côté du père, là. Paf, parce que ça m'arrange pas mal. Et c'est pas impossible. Ok. Et du coup, la Donc, question, c'est qu'est-ce qui nous manque comme info avant de faire quoi que ce soit? Parce que moi, je trouve que sur les cas cliniques qu'on voit, en moyenne, tu as 3-4 minutes d'infos là. Et puis, en fait, un cas clinique, pour répondre correctement, à mon avis, il faut une demi-heure parce qu'il y a plein de trucs à savoir qui sont pertinents ou pas, mais qu'il faut avoir demandé. Tu vois, si jamais tu as l'info, il n'y a pas de problématique de diabète dans la famille, c'est pas pareil que si tu as juste rien dans les antécédents familiaux. Et du coup, là, la question. Pauline, c'est bah, qu'est-ce que tu cherches avant de commencer à dégainer sur le plan médoc? Parce qu'il faudra changer les médocs. Elle a un peu de psychothérapie de soutien, mais ça donne pas grand-chose. Et de toute façon, dans la région, il n'y a pas de thérapie qui soit un peu systématisée là. Donc, mm. va falloir dégainer niveau médoc. Et donc là, elle arrive chez nous. Elle a du Brintellix, donc la vortioxétine qui a été commencée à 10 milligrammes par l'urgentiste Ok. et de l'atarax, donc l'hydroxyzine, qui a été commencée à 1 milligramme 3 fois, enfin 25 milligrammes 3 fois par jour, mais elle est très claire sur le fait que ça la sédate en journée, donc elle souhaite le garder que le soir. Du coup, Au la niveau question. somatique, tous les bilans ont été faits, tout est normal. Alors, excellente question. Elle a fait aux urgences, et moi je pense que c'est bien, elle a fait le bilan de base de la dépression, à savoir la NFS, une CRP, une TSH, les TSH, ouais. vitamines B9, B12. Elle n'a pas fait la sérologie VIH parce que ça me paraît un peu audacieux de faire ça en premier abord. Et puis le bilan hépatique de base, azatalate, gamma-GT, machin, bilan hépatique, on le rappelle, c'est l'intégrité structurelle du foie avec les enzymes, l'activité de métabolisation du foie avec la bilirubine, libre totale et conjuguée, et l'activité de production du foie, synthétique du foie avec l'albumine, la préalbumine, etc. Donc il y a azat, alat, gamma-GT, et puis il y a le reste. Comme bison hépatique, c'est pas juste les quatre valeurs là, parce il manque les 2 tiers. Donc, on a les dosages en cours. Il y a les vitamines B9, B12 qui ont été faites parce que aussi, dans la famille, il y a des troubles cognitifs. Et donc, en fait, nous, dans le dossier, il y a marqué démence d'Alzheimer chez plusieurs parents. Je crois qu'il y a 3 Alzheimer. On n'a pas l'info, on ne sait pas quand, comment, pourquoi, machin. Mais il y a marqué troubles cognitifs de type trouble neurocognitif majeur, démence d'Alzheimer dans la famille. Du coup, la question, c'est
Tu la vois, il est 19h. À quoi il faut répondre? Enfin, comment t'attaques ça, quoi? C'est tout pour toi aussi. Hmm. Bah, déjà, la priorité, si elle est suicidaire, faut évaluer le risque suicidaire. Ouais. Bah, ça va. Euh, Elle est mieux. Elle arrive ici et elle est rassurée. ok. C'est, ça va. Après l'histoire de la maladie, j'ai pas bien compris. En gros, elle a pris des antidépresseurs pendant 10 ans, elle a arrêté, changé d'antidépresseur, ça marche pas. Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un truc qui s'est passé récemment. Ah non, on ne trouve pas. Trouve pas, elle est mariée, le mari est avec elle, donc ils sont mariés depuis 45 ans, donc tu as l'info directe, tu as un deuxième avis, un avis extérieur direct, et il n'y a pas d'élément de stress qui soit retrouvé, et la patiente, elle est décrite comme étant capable de gérer les situations stressantes de la vie, donc il y a eu plusieurs éléments stressants dans le passé qui ont eu un impact nul sur la Timmy. Et en l'occurrence, là maintenant, il s'est rien passé de particulier. Ok, bah, je sais pas si les antidépresseurs ils marchent pas, faut chercher un trouble de l'humeur aussi, peut-être. Alors, trouble de l'humeur, c'est quoi? Bipolarité. Et aussi, Euh, je sais pas, bipolarité en priorité, je rechercherai. eh ben, on est d'accord, dans le DSM-5, c'est trouble bipolaire, trouble schizoaffectif parce qu'il y a une composante thymique à un moment ou à un autre, on est d'accord. Hmm. Trouble dépressif récurrent, une dysthymie. Alors ça, ben, on en parlait ce matin, Pauline, hein, c'est un tempérament à la base et ils l'ont passé dans les diagnostics thymiques. Mais en gros, c'est l'idée qu'il y ait un état qui soit pas tout à fait un épisode dépressif caractérisé en termes d'intensité, mais qui peut se maintenir sur des durées plus longues. Hmm. On est Hmm. d'accord. Et puis après, il y a la cyclothymie qui bah, aussi était en fait un peu un tempérament à la base. Hmm. Et au-dessus de tout ça, les troubles bipolaires, parce qu'on est d'accord, il y en a plusieurs différents. C'est une case dans le DSM, mais Hmm. c'est une myriade de troubles différents. Dysthymie, on est d'accord, on est toujours en dessous. Et la cyclothymie, Ouais, on a quand même un petit peu de moments où c'est ça ça. va, ça vient. C'est ça. Mais pas suffisamment Pas pour suffisamment pour que ce déterminer. soit classant. Et donc, D'accord. en fait, enfin, cyclothymie, euh, c'était un des tempéraments trouvés par Akiscal et ça s'est retrouvé un peu disséminé dans le DSM entre troubles borderline et cyclothymie. Trouble borderline étant la partie comportementale et cyclothymie étant la partie un peu thymique du trouble. Du coup, la question c'est est-ce qu'elle a un trouble bipolaire ou pas? On est Hmm. d'accord? Parce que Hmm. là, il y a un peu tout pour sauter au plafond. Et le mari, il dit, il n'y a aucun épisode hypomane. Ah, il n'y a rien à faire, tu peux chercher. Elle est jamais, elle est pas excitée, elle n'est pas agitée, elle n'est pas ce que tu veux. Il n'y a aucun critère. Tu lui fais la angst, la MDQ, tu fais ce que tu veux, ça ne code pas. Et du coup, la question, c'est quoi les autres signes qui font penser à un trouble bipolaire, Bah, on autre a dit la non-réponse épisode aux hypomane? antidépresseurs. Vas-y. La Alors, la réponse non-réponse au aux traitement. antidépresseurs. Ouais. Ouais. Il y a quoi d'autre Euh, dans la réponse au traitement qui peut se modifier quand tu es j'ai face à pas un compris. trouble du spectre bipolaire? Bah, dans ce que tu dis, il y a la réponse au traitement qui peut être un élément en faveur d'un trouble du spectre bipolaire. Toi, tu dis il y a l'absence de réponse au traitement Ouais. antidépresseur. Ou le virage, tu peux avoir un virage On est sur d'accord? l'antidépresseur. Un virage. Donc, le virage maniaque, il est facile, ça prend 15 secondes. Le virage mixte, il est plus dur, mais il est beaucoup, beaucoup plus fréquent. On est d'accord? T'as quoi d'autre? Sur des cycles. L'apparition des cycles rapides, ou en tout cas, tu sais, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'épisodes où il y a de moins en moins d'intervalles libres. On est Hmm. d'accord? Donc ça, c'est la réponse sur le plus long terme. Donc en fait, quand on parle de réponse au traitement, il y a la réponse au traitement, il y a l'absence de réponse au traitement, il y a la modification de la maladie par le traitement sur le court terme, le long terme, etc., etc. Donc ça fait pas mal de trucs. Il y a quoi d'autre hein, face au traitement Hmm. qu'on voit en plus assez souvent, je pense? Il y a la réponse rapide, puis l'échappement. Hmm. Oui. On est d'accord? Il y a des fois où les gens, en 3 jours, Hmm. Ouais. nickel, et puis en fait, tu les revois 2 semaines après et retour casse départ. Et puis il y en a qui s'aggravent authentiquement sous sérotoninergique, on est d'accord, hein. Hmm. Ça Ok? dépend possible. S'aggravent sur le plan thymique, quoi. Ils sont plus suicidaires, ils sont plus machin. Ok, il y a ça. Il y a quoi d'autre hein? Donc elle a rien de ça, hein.
On a Elle a demandé. rien de ça. Elle a rien de ça. Il y a quoi d'autre? Ouais, et dans les antécédents familiaux, tu as dit il y a suicide, Bah, mais il y a il y a de des l'humeur. suicides sur des modalités assez violentes, hein, mais on n'en sait pas plus que ça et ça n'a pas l'air d'être fiable de toute façon. Ok. Mais il y a quoi d'autre? Vas-y, la question. La question, c'est à quoi d'autre comme signe évocateur d'un trouble du spectre bipolaire, autre que la présence ou l'absence d'antécédents hypomanes, ce qui est le seul critère diagnostique du DSM-5. On est d'accord. Ouais. Il n'y a que ça. S'il est pas, si t'as pas dans le DSM, c'est poubelle. Donc il y a quoi d'autre? Les suicides dans ma famille. Les antécédents suicidaires, on est d'accord? Il y a un suicide sur 4 chez les patients bipolaires qui conduit à un suicide abouti, une tentative de suicide sur 4 qui conduit à un suicide abouti. Chez les patients non atteints de troubles bipolaires, c'est plutôt 1 sur 40. Alors, c'est pas les Ah mêmes ouais. en fonction d'une étude ou pas, hein, mais le suicide, c'est avant tout une affaire de trouble du spectre bipolaire. D'accord. Il y a des patients de borderline, mais là, le ratio tentative de suicide, suicide abouti, il n'est pas le même chez les patients de borderline. Il passe plus à c'est ça. Donc, il y a les Ok. suicides, ok. Il y a quoi d'autre? Apparition tardive. Ah ouais, on en connaît plein là. C'est une femme, on est d'accord? Mhm. Donc, la neurobio de la femme, ça n'a rien à voir avec la neurobio de l'homme. C'est très sexiste, on est d'accord? Et du coup, ben, il y a tous les signes, c'est même pas hormonaux de la femme, c'est tous les cycles, enfin, tous les signes qui sont propres à la femme et qu'on n'a pas chez l'homme. Et du coup, ben, la dépression postpartum, Ouais. les syndromes prémenstruels, les âges de début des troubles qui sont pas tout à fait les mêmes parce que le développement du cerveau est pas tout à fait le même, les pics à la ménopause, etc., etc., etc. C'est plus tard, cher. On en a plein. Chez la femme, c'est un chouïa plus tard, je crois. Ouais. Et du coup, là, la question 67 ans, elle est ménopausée, mais elle aurait eu 53, ça aurait été la question à poser avant tout, quoi. OK? Et Ok. du coup, en fait, elle a eu des symptômes périménopausaux qu'elle n'a plus du tout, donc il n'y a plus de bouffée de chaleur ni quoi que ce soit. Ça, c'est à mon avis un truc à rechercher à chaque fois parce que le nombre de patientes qu'on voit et qui vont pas bien depuis la ménopause parce qu'ils ont des bouffées de chaleur et qu'on arrose d'antidépresseurs alors que la prise en charge n'a rien à voir, on en a un paquet, hein. On en a un paquet. Mm. Et souvent, on s'en rend compte 6 mois après. Donc, tout ce qui est spécificité de la femme, donc on fait un syndrome prémenstruel, syndrome péripartum. Dans le prémenstruel, c'est bien les antidépresseurs sur une courte durée. Chez les patients atteints de pas de trouble bipolaire, mais le syndrome prémenstruel tout simple, ouais, c'est les sérotoninergiques brièvement autour des règles, un petit peu avant, ouais. Mm. Et ça marche dans les jours qui suivent. Tu peux faire ça de temps en temps, tu peux le prendre en continu, ça dépend. Et préménopause, Et préménopause, alors la prise en c'est là charge des, qui est le plus pénalisé. eh ben, la prise en charge des troubles de l'humeur périménopausaux, là, c'est un bordel sans nom. Ça dépend des pays. Il y en a qui font de l'hormonothérapie, vu que c'est peut-être que si c'est fait suffisamment tôt, tu as moins de risque de cancer de l'endomètre ou du sein. Mais là, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Alors, Ouais. quoi d'autre comme symptômes? Enfin, comme signe léger. Léger. Ouais, léger. Bah, en gros, ça, c'est une convention. Tu as les signes francs d'un trouble bipolaire, phase maniaque, phase hypomane. Puis après, tu as les signes légers, sommeil. Bah, il y a des patients, alors il y a plus de patients dans les gens atteints de trouble bipolaire qui ont un chronotype tardif. Il y a plus de patients dans le trouble spectre bipolaire qui ont un tempérament hyperthymique et qui dorment moins, mais c'est pas suffisant pour. Mm. Pense, Ouais. pour la prise de poids. T'en as d'autres, Camille, Pauline ou pas? Bah non, je réfléchis. Bah, il y a les Je réfléchis. consommations d'alcool, on est d'accord? Il y a Ouais. la co-occurrence de troubles anxieux, où c'est un patient atteint de troubles bipolaires sur. Enfin, c'est 70% de patients atteints de troubles bipolaires qui vont avoir des comorbidités anxieuses. Mm. Et Alors, puis, une parallèle vas-y. dispensée de son activité professionnelle, puisque Eh ben, parfait. avec Besson, Elle était fleuriste. avec la Faut pas dire les noms. Elle était fleuriste. Elle était fleuriste. Donc, elle a pas d'activité particulièrement artistique.
ou que sais-je, et du coup, ça, c'est un signe. Alors Mm. moi, je trouve, ça a été décrit par Akiskal, mais lui, leur proche, c'est que Akiskal, il a décrit 40 000 signes en faveur du diagnostic, mais il n'y en a pas un seul qui est en défaveur, donc on finit par vite être bipolaire. Il n'empêche que, en pratique, ça se vérifie. Clairement, il y a une association indiscutable avec une composante un peu artistique, que ce soit Mm. sur la peinture, enfin, l'art au sens large, ou alors sur le côté un peu créatif et entrepreneur, hein. Mm. Il y a pas de doute. Enfin, dans les gens entreprenants, à leur compte qu'on a en libéral, il y a plus de troubles bipolaires que de reste, hein. Mm. Ok, donc il y a ça. Bah, il y a toutes les comorbidités qui sont augmentées, donc le TDAH, 20% des patients bipolaires ont un TDAH. Et puis Combien? après, J'ai pas entendu. il y a tout le côté comorbidité, donc le TDAH, il y a 20% des patients bipolaires qui ont un TDAH, pour les TOC, etc. Donc effectivement, tu commences par aussi regarder s'il y a des comorbidités. Donc là, c'est con, hein, c'est tu prends ta liste du DSM-5 et puis tu déroules. Ok. Mm. Soit tu es à l'aise et tu as des questions un peu toutes faites, soit tu prends des questionnaires validés, tu vois, pour dépister un TOC ou une phobie sociale. Bah, en 10 questions, tu as des dépistages qui sont sensibles à 90% des cas. Donc, enfin, Mm. mais ça doit être bête et méchant, tu déroules ta liste, hein. Et après, bah, tous les signes, c'est le côté créativité, le côté tempérament de base. Il faut avoir une idée du tempérament de base. C'est pas possible que les gens qui soient d'un tempérament un peu hypertimique, quand ils sont en phase, ils aient plutôt tendance à être du côté dépressif, et que les gens qui ont un tempérament un peu dépressif, ils aient plutôt tendance à faire des phases maniaque ou hypomane. Ok. Mm. Et du coup, il faut que tu aies une idée du tempérament de base, ne serait-ce que pour voir jusqu'où tu vas, parce que ça va être compliqué de faire la différence entre un type qui est encore dépressif sur le plan thymique, avec une dépression résiduelle, et un type qui était de base plutôt sur un certain névrosisme constitutionnel. C'est dans le Mm. DSM-5, hein, névrosisme. Et du coup, il faut que tu aies Mm. un peu une idée, faut que tu un peu l'idée de ça. Il y a la saisonnalité, on est Ouais, ouais. d'accord. Ah, ça, c'est machin. Et puis, il y a est-ce qu'il y a une tolérance à la privation de sommeil ou pas? Parce que ça fait quand Mm. même partie des signes qui sont parfois, je pense, la première plainte des patients, honnêtement. Ah ouais, c'est impressionnant. Mm. Et puis, qui te le disent clairement, hein, bah voilà, le manque de sommeil, je gère pas. La saisonnalité, c'est parfois, il y a des familles qui s'adaptent en envoyant les patients au ski ou dans les tropiques, parce que l'hiver, ça va moins bien. Et moi, je pense que ça commence à être pas mal niveau signe. Mm. Faut avoir en tête que l- la dépression, à la base, c'est un ralentissement psychomoteur. Du coup, les gens, ils sont ralentis et ils font pas grand-chose et ils ont pas envie de quoi que ce soit. Et la phase maniaque, c'est l'inverse, c'est une agitation psychomotrice. Et du coup, les gens, ils font plein de trucs, ils ont plein d'idées, ils sont énervés et ils sont pas forcément euphoriques. L'euphorie, c'est quasiment que des hommes et c'est rare. Et plus on a d'antidépresseurs qui traînent, moins c'est fréquent. Donc nous, des patients euphoriques, franchement, en secteur, on en voit un par an, hein. Un ou deux par an, mais moi, j'en ai pas vu plus, hein. Je veux dire, donc c'est de moins en moins fréquent. Mm. Et quand tu demandes aux gens, est-ce que vous avez été euphorique, si tu fais ça, il n'y a personne qui est bipolaire, hein. Faut pas chercher. OK? Mm. Et Ok. donc là, la patiente, eh ben, elle a rien du tout. Elle a Ah. ni l'un ni l'autre, ni le reste. Elle a aucun signe de ce type-là. Et du coup, la question, c'est... Alors, c'est raccourci, hein. Faut demander sur le plan psychothérapie, qu'est-ce qu'elle a fait, machin, machin, etc. Mais la question, c'est sur le plan médoc, sur le plan pharmaco pur, bête et méchant, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors la pharmaco. Ah, il faut Euh, tenter, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc là, mm. l'urgentiste, il a mis, enfin le psychiatre des urgences, il a mis vortioxétine. Est-ce que, tu vois, quand tu es sur ce genre de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Ça, c'est Mm. clair et net. La question, c'est quoi les éléments en faveur de la prescription de vortioxétine à ce stade? Donc, on est sur quelqu'un qui est Triste. peut-être, peut-être en tout cas, qui n'est pas bipolaire au sens des SM5 du terme, clairement.
qui n'est pas bipolaire au sens acquis-scalien du terme, clairement. Donc, il commence à pas être trop bipolaire. Donc, on est d'accord, c'est un spectre, Mm. hein. Donc, c'est pas est-ce que tu Mm. l'es ou est-ce que tu l'es pas, c'est à quel point tu l'es. Et elle est manifestement pas au point qu'on lui saute dessus avec les thérapeutiques habituelles. Mm. Elle a fait des dépressions. Il y a un ISRS qui marche pas, puis un autre qui marche pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a un troisième. La question, c'est quels sont les éléments en faveur de la prescription de de cette troisième molécule, la vortioxétine, puis quels sont les éléments qui sont plutôt en défaveur, et puis après, tu regardes si tu arrives à régler le problème. Ben, si tu es paumé, bah, qu'est-ce que je prescris? Tu peux te demander bah, qu'est-ce que je peux pas prescrire, et puis tu vois ce qui te reste, ou alors tu dis bah, qu'est-ce qui ne va pas dans ma prescription, et tu vois des solutions à ce problème-là. Tu vois, ça peut aussi être une autre façon d'aborder le truc, parce que mine de rien, il n'y a pas 75 000 médocs à prescrire, hein. Il y a pas de... Voilà. Mm. Irasena, Et ben, elle a eu citalopram elle a eu. et elle a eu venlafaxine. Donc là, Mm. excellent, il faut qu'on ait les doses. Sans les doses, c'est pas la peine de faire un cas clinique, c'est pas la peine de Oui. faire une Mm. vidéo, tu rentres chez toi, ça ne sert à rien. Donc les citalopram, elle a eu 20 milligrammes. Mhm. Donc c'est Ok. la dose maximum du Vidal. C'est pas Mm. impossible qu'elle ait un peu plus parce que le Vidal ne prend pas en compte les particularités de métabolisation de tout un chacun. Donc peut-être qu'elle était un peu lente sur le 2C9, 2C19, peut-être qu'on a Mm. été un peu plus dans le sang, machin. Mais en tout cas, voilà, elle a 20 milligrammes. Probablement que de passer à 30 milligrammes des citalopram, c'est pas pertinent. OK? Elle a eu Mm. la vaccine, elle a eu 225. Et donc, Mm. pareil, alors statistiquement, parce qu'on fait que des stats, hein, la pharmaco, c'est des stats, c'est face à cette situation-là, qu'est-ce qui a le plus de chances de marcher? Probablement que de passer l'avant la vaccine à, je sais pas moi, 375 n'a pas trop d'intérêt ou a peu de chances de marcher. On est Ok. d'accord? Mais il nous fallait les doses. Et en plus, ces deux antidépresseurs qui marchent pas de la même façon, enfin, qui sont pas métabolisés de la même façon, donc les chances qu'elle élimine très vite l'un qui est sur le 2C9 et et qu'elle élimine très vite l'autre qui est sur le 2D6 sont assez faibles. Mhm. Et du coup, Mm. probablement que bah, ces deux trucs n'ont pas marché, quoi. Et du coup, il y a eu un IRS, un IRSNA. Mhm. Est-ce que de prescrire de la vortioxétine après qu'un IRS et un IRSNA aient échoué, c'est un bon pari? La réponse est non. C'est pas Mm. un bon pari. C'est juste pas un bon pari. Stardet a montré ça il y a perpète. Il y a le Massachusetts General qui a publié ça aussi, ça commence à dater. Et en fait, au fur et à mesure de la prescription d'un ISRS ou d'un apparenté, ben, les chances de réponse diminuent. Alors, les chances de Mm. réponse diminuent déjà parce que ça atteste aussi de la résistance de la pathologie, Mm. mais ça diminue encore plus parce que tu prescris un peu quand même quelque chose qui ressemble pas mal, hein. Donc là, il y a les études qui disent qu'en fait, de mettre un autre antidépresseur sur un mécanisme identique de la même classe, bah, ça Mm. a autant de chances de marcher qu'autre chose. Ça, c'est des études sur des patients qui sont de la médecine G dans la moitié des cas, etc. Ça me paraît un poil ambitieux. Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement pas ce qui a le plus de chances de marcher, mais niveau tolérance, bah, ça reste relativement ce qu'on a le plus anodin. On est Mm. d'accord? En fait, le Brintellix, là, c'est pas mal parce que bah, niveau tolérance, il y a peu de chances que ça pose de soucis. Vu que les autres n'en posaient pas, elle n'a pas pris de poids. Hop. En termes d'efficacité, moi, je suis pas entièrement convaincu que ce soit le meilleur pari. Mhm. OK? Ouais. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu mets chez quelqu'un qui a une problématique suicidaire majeure, qui a des antécédents de démence dans la famille, qui a des Mm. antécédents de Mm. dysrégulation métabolique, si ce n'est de diabète dans la famille, et qui n'a pas répondu à deux ISRS, IRSNA, ou alors qui a échappé, il faut un truc qui soit anti-suicidaire, anti-démence, Mhm. efficace avec un autre mécanisme d'action et qui n'ait pas un impact métabolique Mhm. Mm. considérable. Pas mal dans... Non, mais tu déconnes, mais ouais, enfin, et donc là, moi, pour moi, c'est lithium. J'ai pas Ouais, une. bah j'allais dire ça parce que ouais, j'allais dire ça, mais même s'il n'y a pas On de est trouble de d'accord. l'humeur, ouais, tu mets ça. Oui, d'accord. Mais Donc, alors moi, la question de la Ketia,
Noradrénaline. La question de la Kétia, en fait, elle dort pas trop mal, la Tarax. Ça la fait dormir. Noradrénaline. Eh Mais pas ben, la première ah, nuit. ok. Bah, à l'arrivée, la Tarax la faisait dormir, donc on n'allait pas se mettre sur la Kétia. La Mm. Kétia, là, je pense que c'est déconnant, moi. Ça me paraît déconnant. Il y a du diabète dans la famille. Oui, mais Mm. À 67 ans, ouais. c'est dans la MM, hein, il n'y a pas de doute. Mais sur le plan suicidaire, ça n'a jamais montré une quelconque preuve d'efficacité. Et sur le plan métabolique, ça reste désastreux. Là, Kétia, il n'y a pas de doute sur le D'accord. fait que ça marche. Mais Mm. la tolérance, elle est désastreuse. Il il faut traiter, il faut que deux patients prennent du poids sous kétiapine pour qu'il y en ait un qui aille mieux. Mm. D'accord? Je prends trois patients sous Ketia, il y en a deux, ça va rien faire. Par contre, ils vont prendre du poids, il y en Mhm. a un, il va aller mieux. Mhm. Donc, enfin, c'est pas que c'est une mauvaise chose, hein, la chimio, ça fait vomir beaucoup de patients aussi, hein. Mais ça me paraît difficilement justifiable vu que le lithium est à côté. Voilà, ça me Mm. paraît. ça- Ouais. Mm. Ah, c'est mon avis. Alors là, tu vois, c'est le but du truc, hein, chacun donne son avis. Moi, je ne pas de. Je demande qu'à être contredit. Mais je ne sais pas si tu peux Mais justifier l'autre chose. provisoire et éphémère, tu peux ça pas faire pose, ça. ça pose aussi le problème de glycémie, le lithium, mais pas Ah, autant ça n'a que rien à voir avec la Ketia, ouais. Ah, la Ketia, l'incidence, elle est beaucoup plus la faible. clozapine et l'olanzapine, là, et la kétiapine, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ça peut tu vois, des modifications sur la glycémie, sur la régulation du glucose dans les minutes qui suivent la première prise. Mhm. C'est costaud de chez costaud, hein. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que moi, la Ketia, c'est mort. Le Dépacote, bah, il n'y a pas trop de raison non plus. Sur le plan suicido, machin, Mm. tu peux te lancer dans un autre antidépresseur au sens fonction du terme, hein. Donc, tu peux mettre de la gomélatine ou du bupropion ou que sais-je. Mais encore une fois, vu que le lithium existe, je vois pas trop de raison. Le risque de démence dans les troubles bipolaires, il est diminué par 2. Donc, c'est pas dégueu. Vu que les patients bipolaires ont un risque de démence multiplié par 3. Enfin, c'est pas mal. Sur le plan suicido, il y a des études qui marchent, enfin qui montrent que ça Mm. marche. Il y a des études qui montrent que ça marche pas. Je crois qu'on en avait parlé. Et ils ont fait, alors là, ça a été la grande baffe il y a 2 ans, ils ont fait une étude sur les vétérans, où ils ont pris des vétérans, donc aux États-Unis, et ils ont mis en place bah, le système qui font avec les vétérans. Donc, tu as de la thérapie systémique, etc. Enfin, hein, Mm. c'est costaud de chez costaud. Et ils ont regardé si le lithium faible dose, ça permettait de diminuer les problématiques suicidaires, que ce soit le suicide, passage à l'acte suicidaire, etc. Et en fait, non. Ils ont arrêté au milieu de l'étude en disant que, bah, parce qu'ils ont vu que ça ne servait à rien. Ils ont même pas arrêté au milieu de l'étude, ils ont fait l'étude. Et bah, on s'est rendu compte que ça servait pas. Une des critiques, c'est que bah, il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas la bonne dose. Et qu'en fait, il y a tellement de trucs à côté que peut-être que l'effet du lithium a un peu été noyé aussi. Mais nous, c'est pas ça, là. Cette patiente, elle va être suivie par son psychiatre libéral une fois tous les mois si tout se passe bien, un psychologue une fois tous les mois si tout se passe encore mieux, et puis c'est tout. Donc Mm. l'effet anti-suicide du lithium a plus de sens de se voir que dans les études sur les vétérans. OK? Mm. Là, tu vois Mm. la limite, Pauline, des études, parce qu'en fait, bah, des fois, ça s'applique pas du tout à comment toi tu traites les patients. On est d'accord? Du coup, Ouais. moi, je pense que Mm. c'est le seul qui reste. Honnêtement, Ah oui, puis tu me dirais l'amygdale, c'est pas ça, puisque pas suicido. bah, moi, je te dirais l'amygdale. Je pense pas en fait, l'amygdale, sur le plan suicido, j'ai zéro donné. Sur le plan démence, on a zéro donné. Enfin, a priori, ça change pas grand-chose. Voire, c'est peut-être un peu délétère sur le plan cognitif. Les études sur le plan cognitif, souvent, des antiépileptiques, elles sont faites avec des patients atteints d'épilepsie. C'est pas du tout Mm. transposable aux patients atteints de troubles bipolaires. On est d'accord? Mm. Le risque de l'aïeul qu'il y a dans le Vidal, c'est pour les patients atteints d'épilepsie, c'est pas pour les patients atteints de troubles bipolaires. Donc, il faut faire gaffe avec ces classes à pas transposer aveuglément parce que souvent, c'est pas bon. Mm. Ou l'amical, c'est pas bon non plus. Olanzapine, Abilify, machin. Moi, je pense que c'est dans les habitudes de prescription, mais je vois pas de raison de le faire alors qu'on a du lithium à côté. Je vois pas de raison. Moi, mon avis, c'est ça. Si des gens ont d'autres avis, je suis preneur. Et le bilan pré-thérapeutique, il est bon. Et le bilan pré-thérapeutique, en fait, il a été fait aux urgences, donc effectivement, c'est bon.
ça roule. Donc moi, je lui aurais mis du lithium. Après, la question de la dose, c'est quel seuil plasmatique que tu cherches à atteindre quand tu mets du lithium dans ce sens-là? De par son âge, pour moi, c'est plus 0,5, 0,6 si on est en libération immédiate. La tolérance peut poser sa limite avant le reste aussi. Mais à partir de là, après, c'est pour un autre jour. Mais à mon avis, tu vois, la décision, elle se fait assez simplement là, je pense. Oui. Donc, en gros, voilà, l'idée, c'est. Donc là, c'est un cas, enfin, c'est facile, tu vois, il y a un traitement, le cas il est simple. Ok, mais l'idée, c'est que nous, on fait des statistiques. La pharmaco, c'est des statistiques, on est d'accord? C'est à partir de cette situation, qu'est-ce qui a le plus de sens de marché? Et ça, faut bien le dire aux gens, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a le plus de sens de marché? Et c'est des statistiques bayésiennes. C'est pas pour tout le monde, tel médoc a telle chance de marcher. C'est une fois que tu viens, qu'il y a des suicides dans ta famille, que tu as fait un anti-DEP que ça marche pas, que tu as fait un deuxième anti-DEP sur un autre mécanisme que ça marche pas, qu'est-ce qui a plus de chance de marcher? Et c'est pas du tout Mm. pareil que si jamais tu viens. Et quand tu fais les études, eh ben, t'as pas ça. T'as pas toute cette nuance. T'as pas lui, il a eu ça avant, ça. Et en fait, tu fais un espèce de mélange et tu as un truc qui sort. Quand tu fais une méta-analyse, tu fais un triple mélange, une espèce de mille check infâme et tu perds toutes les nuances que tu aimerais avoir. Et je pense que c'est un peu une des choses qui nous limite un peu dans la pratique, tu vois. Parce que, en fait, Mm. c'est ce genre de truc qui permet peut-être de personnaliser un peu la prise en charge. Je sais pas pourquoi Mm. ça. Les leur comprennent. Bon, et après, comment on prescrit le lithium et tout, c'est une autre fois. Est-ce que ça vous va? Ouais. Si tu as des questions, oui. Non, bah t'as dit comment on prescrit le lithium, c'est pour la prochaine fois, c'est ça? Tu commences à Ouais, un comprimé, tu doses. Enfin, on verra ça. ça dépend, ça, tu vois, c'est pareil. Tu as quelqu'un maniaque, tu vois, tu vas regarder, tu vas sur le Vidal ou je sais pas où, tu vas voir règle de prescription du lithium. Mais tu as un patient de 20 ans maniaque en chambre d'isolement, tu prescris pas ça pareil que à notre patiente toute calme qu'on a 77. Ouais. On est Mm. d'accord? Mm. Du coup, en fait, ça s'adapte à des protocoles de charge, tu as des trucs et des machins. Mais ça, c'est pareil, ça s'adapte au fur et à mesure. Mais ça, on peut y passer des heures aussi. Donc, on fera ça la prochaine fois. Ok. Ça te va? Ouais. Ça va être chaud. Salut.